Okay, thank you very much. Merci beaucoup d'être venu. Bien, merci. Thank you very much. This panel is going to have a Maintenant, real challenge vous allez in voir, coming ça va up être un to the défi pour nous. standard of excellence that Nous was allons devoir être established aussi by the bons earlier panel, que but we have people who les are orateurs very précédents. much, capable Mais of vous allez coming voir, up to that nous standard. avons Now, également we've lost des one. experts. Nous Klaus en avons perdu Amann. un d'ailleurs. Where is Klaus? Klaus, He may be lost, but he'll be nous found. avons I can peut-être perdu predict this. notre orateur, mais nous allons sans doute pouvoir le retrouver, je pense. Eh bien, je vais commencer par une introduction. Nous attendons Klaus. Nous avons 4 orateurs. Comme nous l'a dit le professeur Sarah Geldin, dans sa conclusion, il nous a dit « Il est toujours très bon de parler de la science, il est bon d'étudier les merveilles créées par la science. » C'est vrai. Cependant, il y a un « si », en effet. « Si ». Et le « si » est lié à la réalité économique qui sous-tend la réalité, c'est-à-dire pour que tout ceci devienne quelque chose de concret. Il faut donc parler des agences gouvernementales, il faut parler de la théorie du développement, pourquoi telle entité poursuit tel plan et pourquoi pas dans d'autres régions. Alors, nous avons beaucoup d'intervenants qui ont vraiment une connaissance extrême dans ce domaine. Nous allons écouter Partha Dasgupta qui a écrit de l'indigence et du bien-être. Il est professeur dans 2 institutions très connues et il étudie les marchés et les interventions personnelles. Et il fait ceci depuis très longtemps. Vous allez voir, il va nous emmener dans des endroits très intéressants. Ensuite, nous avons Prabhu Pingali, directeur adjoint du programme Développement Agriculture. Il a travaillé à la FAO. Il travaille maintenant pour la Fondation Bill et Melinda Gates. Il nous parlera notamment de la démarche marché et puis les petits acteurs. Ensuite, Monsieur Pierre Jacquet de l'AFD, il est chef économiste. Il travaille également dans la macroéconomie et nous parlera d'agences du développement, notamment de l'AFD. Ensuite, Klaus, le voici, nous avons retrouvé Klaus Amann, nous parlera quant à lui de la biodiversité et de la pauvreté. Il est très bien de se développer, ceci est nécessaire, mais qu'en est-il du coût du développement, du coût vis-à-vis de l'agriculture et si tout ceci était une attaque contre l'environnement. On parlera de fleurs au Kenya, on parlera également d'incidences sur les sols. Nous avons parlé également de développement qui sont bons pour les investissements étrangers, mais qui ne sont pas bons pour le développement local. Nous parlerons de la biodiversité et nous verrons comment nous pouvons nous battre contre la pauvreté, comment essayer de trouver les meilleurs compromis. Voilà le genre de sphère que nous allons atteindre. Comme vous le savez, il s'agira d'un débat, il ne s'agira pas d'une série d'exposés. Comme vous le voyez, le titre s'appelle « Agir concrètement », en anglais « Make it happen ». Je vais demander à nos intervenants de s'exprimer là-dessus. Comment agir concrètement? Comment agir concrètement? Voilà. Et en fin de journée, vous verrez, nous saurons ce qu'il faut faire pour agir concrètement. J'espère, si seulement c'était vrai. Bien, je crois que nous pouvons commencer. Dov Zera nous a bien exposé ce que nous avons déjà fait. Il y a plus d'accords que de désaccords concernant ce que nous devons faire pour améliorer l'agriculture. Il nous faut des mécanismes financiers, des mécanismes de crédit. Il faut améliorer le rôle des femmes, notamment dans le domaine du crédit. Il faut protéger nos sols. Il faut protéger nos droits. Il faut savoir que ce qui est très important, c'est les micronutriments dans le domaine de la nutrition
Il faut convaincre le monde pour manger différemment. En tout cas, essayer. Il faut des accords internationaux pour donner une chance à tout le monde. Il ne faut pas qu'il y ait 9 milliards de personnes sans changement. Il faut changer le statut des femmes. Il faut essayer peut-être de ne pas jeter autant de nourriture que nous le faisons aujourd'hui. Comme je l'ai dit déjà, nous pouvons aborder tous ces domaines, mais vous verrez qu'il y a beaucoup d'accords qui existent déjà dans ces domaines. Alors la question est de savoir comment agir concrètement. Comment agir de façon bonne et du point de vue économique. Je vais commencer, vous allez voir, il y a 3 cercles de sujets. Tout d'abord, premier cercle, je vais commencer par Philippe, ou peut-être Monsieur Jacquet. Voilà, Pierre Jacquet. Je vais commencer par Pierre Jacquet. Pierre Jacquet, je vais commencer par vous et je vais demander ensuite à Monsieur Pingali de commenter ce qu'il aura entendu. Alors, on parle des réunions du G8 et du G20. On parle de demandes internationales qui nous dit stabilisation des prix, notamment pour protéger les pauvres dans les zones non urbaines. Ça, c'est la réponse à cette insécurité alimentaire qui existe aujourd'hui. Qu'en est-il de tout ceci? À la lumière du fait que dans le monde, ce qui compte beaucoup, c'est que les petits agriculteurs ne sont pas assez rémunérés pour qu'ils puissent acheter ces entrants, pour qu'ils puissent améliorer leurs semences, et ils ne font même pas partie des marchés locaux. Pourtant, nous sommes sur la même planète. Si l'on stabilise des prix dans l'agriculture, qu'est-ce que l'on fait du côté des petits agriculteurs? Comment résoudre cette équation? Comment faites-vous cela? Et comment agir concrètement dans ce domaine? Merci. Eh bien, il est difficile de répondre à toutes ces questions. Cependant, pour commencer, je peux souligner le fait qu'il existe 2 aspects concernant les prix. Tout d'abord, le niveau des prix. Ça peut être un problème, c'est vrai. Le niveau de prix, pour que les pauvres puissent avoir accès à la nourriture, il nous faut des politiques sociales, il nous faut mieux redistribuer les revenus pour que les pauvres puissent avoir accès à la nourriture. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est la volatilité des prix. Le fait que ces prix fluctuent énormément. Et donc, il y a un certain niveau d'incertitude qui pénalise les agriculteurs. Pas simplement parce que les prix sont trop bas, parce que si les prix sont trop bas, ils ne vont pas produire. En tout cas, pas ce produit-là, mais un autre. Mais ils sont pénalisés parce qu'ils prennent leurs décisions sur la base de prix qui sont incertains. Donc, le niveau d'incertitude est très élevé. Lorsque l'on parle de stabilisation des prix, ce que l'on entend, en fait, ce n'est pas fixer un prix à un niveau donné. En fait, il faut se battre contre les incertitudes pour avoir un monde où au moins on aura un certain niveau de sécurité pour les agriculteurs qui prennent des décisions d'investissement et de production. Ces 2 sujets vont main dans la main, vont ensemble. Et après une série de crises, nous avons vu que les prix alimentaires sont trop élevés. Ce qu'il faut faire, c'est donner accès aux pauvres à la nourriture et, à long terme, améliorer la productivité et donner une meilleure visibilité sur les prix et sur les revenus des agriculteurs pour qu'ils puissent mieux produire et investir pour améliorer la productivité. Voilà une question essentielle. Et en ce qui me concerne, je peux vous dire, pour l'instant, on ne peut pas parler de productivité sans parler d'investissement et sans non plus étudier ce niveau d'incertitude qui existe. Je pourrais même aller plus loin. Je pourrais dire que l'incertitude, c'est la règle du jeu aujourd'hui. Pas simplement parce que les prix ne cessent de fluctuer, mais parce que, vous savez, nous avons des facteurs traditionnels bien connus des agriculteurs, notamment l'offre et la demande dans l'agriculture, mais il y a également les changements climatiques, il y a de nouveaux types d'insectes, de nouveaux types de dangers. Donc l'incertitude est partout. Cependant, la gestion des risques n'est pas suffisante. Ça a l'air technique, mais vous savez, les instruments utilisés par les agriculteurs pour gérer leurs risques, ces instruments sont très limités. Donc l'objectif du G20, notamment, c'est de penser à cela, de parler de ça, pour qu'il y ait une meilleure sensibilisation aux risques dans l'agriculture, dans les pays les plus pauvres.
Il faut penser à l'accès à ces instruments pour mieux gérer les risques. Ah, c'est intéressant tout ça, mais est-ce que vous allez faire ça au niveau national? Vous allez faire ceci au niveau national ou pas? Ah ben ça, c'est très important comme question, justement. Tous ces risques, vous savez, sont des risques spécifiques au pays, spécifiques aux récoltes, spécifiques à certaines régions géographiques. Donc, la façon de les évaluer doit être locale, ou je veux dire nationale, ou régionale, parce que c'est là que les politiques se développent. Cependant, je peux vous dire que nous n'avons pas besoin d'instruments techniques, nous avons besoin d'un ensemble cohérent de programmes agricoles avec la dimension de gestion des risques. D'accord. Ça se passait en Afrique du Sud, mais après, il y a eu des problèmes à la douane. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt une consolidation régionale plutôt que nationale? Il y a de nombreux exemples en Afrique où l'on voit que le marché doit être un marché régional, c'est vrai. Bon, les marchés régionaux, c'est très bien. Si vous regardez les pays en Afrique, vous verrez que les marchés locaux sont déjà sous-développés. Et c'est pour cela que l'objectif, c'est bien sûr un marché régional. Mais pour arriver là, il faut d'abord développer les marchés locaux, les échanges locaux et se développer à partir de là. Et c'est ce qu'il manque aujourd'hui, c'est ce qu'il nous manque. Et c'est là où il faut porter toute notre attention. Justement, pour terminer cette première partie de mes remarques, je souhaite en revenir à ce que nous avons dit tout à l'heure lorsque nous parlions du Rubik's Cube dans le domaine de l'agriculture. Vous savez, je suis toujours gêné lorsque l'on me dit quelles sont les priorités ou la priorité, les deux premières priorités. Parce que vous savez, avec ce cube, le Rubik's Cube, vous savez ce qui se passe? Eh bien, il s'agit de plusieurs dimensions, nous l'avons dit, des dimensions qui s'imbriquent. Parfois plus rapidement dans un sens que dans un autre, peu importe. Il faut trouver une solution. Il faut se concentrer sur l'infrastructure, la formation, l'eau, l'irrigation, l'accès aux engrais, les prix, l'accès au marché, les systèmes routiers, etc. Toutes ces dimensions doivent se combiner. Ce n'est pas une question de priorité, c'est une question de cohérence et de coordination d'action. Et là, il faut plus qu'un désir politique, il faut plus que cela. Il faut une grande coordination entre les acteurs, qu'ils soient privés ou publics, et je crois que justement, nous devons beaucoup en parler. Tout à fait. Monsieur Pangali, est-ce que ça, c'est le monde réel dans lequel vous êtes? C'est-à-dire, est-ce que vous cherchez ce niveau de cohérence, de collaboration pour que certaines régions soient plus stables? La question est difficile. Je ne peux pas dire oui directement comme ça. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, vous savez. Je suis d'accord avec Pierre lorsqu'il dit qu'il y a deux choses qui se passent à l'heure actuelle. Tout d'abord, un changement concernant les prix des aliments et une augmentation de la volatilité des prix des aliments. Ça fait des mois que je travaille là-dessus dans mes blogs. Je parle de ce phénomène de montagne russe qui va perdurer parce que les marchés des aliments sont beaucoup plus difficiles aujourd'hui. La demande se développe rapidement parce que la population sur la Terre augmente, certaines personnes ont plus de revenus, mais il y a aussi, bien sûr, les biocarburants qui prennent sur ces récoltes. Mais de façon concomitante, nous voyons que du côté offre, le marché est plutôt mou. C'est dû au fait que depuis le début des années 90, l'offre se développe plus lentement que dans les années 80 ou 70. Donc, la productivité un peu ralentie, mais parfois il y a eu une stagnation. C'est ce qui amène à cette pression que nous voyons sur ces marchés des aliments. Et au cours des années 90, au cours des années 2000, nous avons vu certaines tendances, mais depuis
10 ans, nous voyons que les investissements au niveau national, notamment, ont été vraiment très très bas. Et nous en payons le prix aujourd'hui. Il faut changer ces investissements dans l'agriculture. Il faut plutôt se concentrer sur les petits agriculteurs et leur productivité, notamment en Afrique subsaharienne, mais aussi en Asie, parce que si nous ne faisons pas cela, nous ne verrons pas de changement durable à long terme concernant à la fois le prix des aliments et la fluctuation des prix. Est-ce qu'il est possible de prendre des actions internationales dans ce domaine? J'ai des doutes, parce que je ne suis pas certain que nous ayons des architectures générales qui nous permettraient de faire cela. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, qu'il ne faut pas parler de l'avenir, des évolutions à l'avenir, mais même des choses très simples, comme celles dont vous avez parlé, à savoir d'avoir un système régional pour gérer les stocks en Afrique du Sud. Ça n'existe pas pour l'instant. Dans le sud de l'Afrique, ça n'existe pas pour l'instant. Donc de faire des choses et d'agir concrètement, c'est un défi pour nous. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec Pierre Jacquet lorsqu'il dit que le problème, ce n'est pas simplement le prix des aliments, c'est qu'il n'y a pas assez de rentabilité pour les petits agriculteurs? J'ai été surpris de l'entendre dire ceci parce qu'en fait, moi, ce que je pense, c'est que pour les petits agriculteurs, eh bien, c'est difficile pour eux ces prix très bas sur leur marché. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, pour dire que les prix... Bon, je suis perdu dans ma phrase. Je ne pense pas que Pierre laissait entendre que les prix n'étaient pas importants si vous êtes cultivateur et consommateur de nourriture et si vous êtes exportateur, l'augmentation des prix, c'est une bonne nouvelle. C'est la fluctuation que Pierre a évoquée, qui, à mon avis, aussi est d'importance extrême. Maintenant, pour faire la distinction entre la population dont nous parlons, les milliards qui sont à l'extérieur et qui faisaient l'objet de l'introduction d'Ismaël, et nous, ici, dans notre environnement parisien, c'est la question de la sécurité qui nous sépare. Il y a cette question d'incertitude majeure entre la vie et la mort. Par exemple, la naissance est une source d'incertitude majeure pour les femmes qui vont donner naissance. Et je suis d'accord avec Pierre et avec Pradou. Je voudrais répondre aux remarques qui ont été faites. En fait, on aurait pu se réunir il y a 40 ans et dire exactement la même chose. 30 ans, dire la même chose. 20 ans et dire la même chose. Les gens de ma génération, et je commence à vieillir, se fatiguent de ce débat éternel. Pourquoi n'avons-nous pas progressé? Il y avait déjà des millions de personnes qui étaient affamées il y a 20, 30, 40 ans. Maintenant, est-ce qu'on les compte vraiment? Je pense que dans une certaine mesure, nous, les économistes, courons un danger, c'est d'oublier que l'économie, ça commence à l'échelle de l'individu et du foyer. Est-ce que je pourrais revenir vers vous tout à l'heure en vous posant une question à ce sujet? Vous dites que ce débat existe depuis 40 ans. Alors, qu'est-ce que vous envisagez comme action concrète alors par rapport à ce débat qui existe depuis 40 ans? Eh bien, j'en viens à ce que Pierre a dit. Je ne sais pas comment ça va se concrétiser. Ça va se passer au niveau des foyers, des villages. Il y a des questions d'infrastructure, mais ça,
c'est un point, mais il y a aussi tout ce qui est traditionnel et tout ce qui va permettre aussi aux foyers d'être dans des situations plus sûres, moins dans l'incertitude. Et Ismaël et moi-même avons mené des travaux il y a quelques années lorsqu'il était à la Banque mondiale et je suis très fière de ce travail et j'aime à penser qu'il en est fier également. C'est que les sociétés qui avaient un système juridique peu développé ou les États qui ne pouvaient s'appuyer sur un tel système, ou même les États prédateurs, avaient développé au fil des siècles des codes, des modes de comportement, un capital social. Et dans le processus de développement, le coût de la modernisation a beaucoup de bienfaits, mais c'est aussi au détriment des liens qui existent entre les individus qui ne sont pas si gris ou flous que cela. Cela peut être évalué et quantifié. Nous l'avons fait avec Ismaël. Nous les avons évalués et quantifiés. Si l'on ne reconnaît pas l'existence de ces liens sociaux, eh bien, on va par défaut reconnaître une absence. Et on ne sait pas par quoi les remplacer. Donc, il y a une érosion d'un objet invisible. Et c'est là ce qui est très dangereux, je pense. Et nous courons le danger de ne penser qu'à l'échelle macro, alors que nous devrions commencer au niveau le plus microéconomique possible. Ma carrière de 40 ans de chercheur m'a convaincu de cela, c'est qu'il n'y a pas de panacée. L'obligation de l'État est outre l'infrastructure concrète et tangible, et de donner une structure immatérielle pour que les individus puissent interagir les uns avec les autres. Il faut qu'il y ait cette infrastructure que j'appellerais invisible, un système juridique et un système traditionnel qui permet d'apaiser ces incertitudes que Pierre évoquait tout à l'heure. Pierre, dans très peu de temps, des personnes très importantes vont se tourner vers vous. Nous aussi, nous sommes des personnes très importantes. Les gens qui sont dans cette salle sont très importants, mais étant donné que vous êtes en phase de préparation des grandes rencontres internationales du G20 et que vous allez essayer de plaider la cause de la stabilisation des prix, lorsque vous entendez ces propos de infrastructures invisibles, ce n'est pas vraiment les propos qu'ont vont tenir les ministres des Finances et de l'Agriculture des pays qui vont être invités. Mais qu'allez-vous recommander à ces ministres pour agir concrètement si l'on veut créer un climat dans lequel la production et les prix agricoles seront stabilisés? Quelles mesures allez-vous préconiser? Alors, ne surestimez pas mon rôle auprès de ces personnes très importantes. Je ne fais qu'émettre des conseils. C'est là la situation confortable d'un conseiller. Les décideurs, eux, prennent la responsabilité des décisions. Je pense que mes recommandations viendront de ce que Pourda vient de dire, c'est-à-dire que il faut reconnaître la compétence aux pays en développement de décider de leur destinée. Maintenant, on ne doit pas planifier leur agriculture et leur dire voilà les priorités. Ce n'est pas à nous de décider quelles sont leurs priorités. La tâche du G20 est d'essayer de créer un environnement propice pour qu'il y ait des mesures incitatives pour pallier les déficiences du marché. Il y a plein d'événements qui se produisent que nous n'apprécions pas, mais il faut comprendre pourquoi ils se produisent. Et lorsqu'on comprend pourquoi, on va pouvoir les résoudre. Il y a cette question de coordination du capital social au niveau régional, national et international, c'est-à-dire comment agir pour que tous ces rouages fonctionnent.
C'est une nouvelle façon d'envisager les politiques publiques. Pendant très longtemps, on a considéré que la politique publique, c'était l'action du secteur public. Quelles sont les priorités, quel est le budget, qu'allez-vous faire, etc. Maintenant, la question, ce n'est pas les actions, mais c'est plutôt faire en sorte que les choses se produisent, d'avoir par exemple des systèmes incitatifs. Cela a été évoqué dans le cadre d'élaboration de politiques publiques. Alors je sais que ce n'est pas très concret pour des ministres du G20. Alors tout d'abord, il y a la question de la gestion des risques liés à l'instabilité des prix et de la production dans le cadre d'une politique de développement agricole nationale. Ensuite, permettre d'avoir accès à une caisse à outils, une boîte à outils qui va vous permettre de faire face à ces fluctuations, ces crises, ces difficultés, tout en tenant compte des réalités producteurs-importateurs, type de culture de pays à pays. Ceci dit, ces pays ont peu d'accès aux instruments de couverture financière parce qu'ils ne connaissent pas les marchés, parce que leur situation de crédit n'est pas suffisante, parce qu'il y a une capacité de financement qui n'est pas très élevée, etc., etc. Et c'est là que le G20 peut intervenir. Troisième idée générale, l'agriculture est le secteur environnemental le plus important, comme on l'a dit dans la table ronde précédente, mais c'est également le plus grand secteur privé. Comment voulez-vous parler de politique publique alors qu'il s'agit d'un secteur éminemment privé? Donc, essayons de le faire au niveau national et international et évoquons cette question de sécurité alimentaire parce qu'ils ont cette préoccupation aussi. Alors, essayons de voir comment nous pouvons mutuellement nous aider et nous comprendre. Jusqu'à présent, ce n'a pas été le fait. Donc, essayons de formuler cette articulation entre le privé et le public. Donc, ne pas préconiser nos propres plans, envisager des outils de gestion des risques, de mesures incitatives, se rappeler qu'il s'agit essentiellement d'un secteur privé auquel on a affaire. Et sous-jacent cela, c'est ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est écouter ce qu'ont à vous dire les pays concernés. Je voudrais compléter ce qui a été dit. Ce qui a été dit, on parlera des petits agriculteurs plus tard. C'était le point suivant. Mais je voudrais évoquer quelque chose lié au G20 que Partha a également dit. Il semble que le scénario que nous connaissons aujourd'hui est le même que dans les années 60. C'est une véritable énigme pour moi. Et à la fin des années 50 et au début des années 60, lorsque nous étions dans des grandes salles comme celle-ci, des auditoriums, surtout dans mon pays, et que l'on écoutait des spécialistes distingués, c'est ce qui a ensuite conduit à la révolution verte, qui a été le fruit d'un investissement et d'un engagement politique très important de mon pays, mais aussi de la Chine, de l'Indonésie, etc., etc. Sans cette révolution verte, le monde serait complètement différent aujourd'hui. Mais parce que cela a eu lieu, de grandes parts de la population ne sont plus exposées à ce risque de famine et de maladies liées à la famine, etc. Malgré tout, il y a toujours des exclus. Mais en Inde, il y a des populations tribales, par exemple, qui sont exposées. En Afrique subsaharienne, l'Afrique subsaharienne a été exclue de la croissance générale. Donc, le scénario semble le même, mais nos priorités ne sont pas les mêmes que dans les années 60. Maintenant, faire en sorte que les engagements de l'Aquila soient appliqués. Seul un quart des fonds qui avaient été promis à l'Aquila ont été engagés.
Donc, faisons en sorte que les crédits soient effectivement accordés et que nous aidions les régions les plus en retard en Asie et les petits agriculteurs. Vous avez écrit un ouvrage sur la destitution et il a évoqué ceux qui étaient capables de faire face à la gestion des risques et de gérer leurs économies de façon à les sortir de l'extrême pauvreté. Parfois, on les part des très pauvres ou des plus pauvres. On a parlé de la nécessité d'aider les petits agriculteurs qui sont souvent parmi les plus pauvres. Alors, lorsque vous avez comparé le bien-être et la misère totale, et lorsque vous comparez ces deux éléments, je demanderai à Pierre de répondre à cela. Et puis Klaus va nous parler de l'impact de la pauvreté extrême sur la biodiversité également. En voilà une tâche. Je vais essayer de répondre à cette question en 2-3 minutes. Je vais prendre la dernière remarque de Brabo qui parlait de l'Afrique subsaharienne en tant que région. Je trouve que c'est très intelligent de la présenter ainsi parce que vous pouvez avoir différentes échelles, un foyer, un village, un pays, une région entière. Mais il peut y avoir des traits communs qui peuvent avoir participé au progrès. Il y a différents ingrédients qui participent au succès, mais il y a des traits qui restent les mêmes, qui sont persistants, comme la pauvreté, comme on en a parlé ici. Au niveau des foyers, des familles, pour ma part, j'ai vu peu de travaux à ce sujet. Ceux qui sont jeunes parmi vous et qui s'intéressent à l'un des problèmes les plus intéressants dans les sciences sociales pourraient commencer à se pencher sur cette question, parce que cette pauvreté se perpétue de génération en génération. Il y a très peu de littérature dans les pays occidentaux à ce sujet. Dans les pays pauvres, les pays d'où nous venons, il y a beaucoup de production littéraire à ce sujet, d'articles, de recherches. Il y a peu de migration. Un foyer pauvre, une famille pauvre reste une famille pauvre, 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 et le restera. Et il y a une perpétuation de la pauvreté. Pourquoi cette persistance? Que se passe-t-il? Il y a deux atouts ou deux capitaux, deux actifs de patrimoine que l'on a négligés pendant longtemps. Alors, il y a l'éducation, notamment dans le cadre du capital intellectuel, le capital humain, et puis il y a le capital naturel, c'est-à-dire l'environnement dans lequel nous évoluons. Margaret, vous m'avez demandé comment j'associais ces différents points. Ma lecture, ma compréhension de la pauvreté extrême dans le sud de l'Asie et en Afrique subsaharienne, je ne connais pas la situation en Amérique latine. Dans les régions rurales de ces pays, c'est au niveau du foyer, c'est qu'il n'y a pas... Il y a l'accès à un capital, à des ressources naturelles, à proximité. Malheureusement, les prairies sont érodées. Les prés ont été érodés dû à une pression démographique. C'est très ennuyeux d'aller dans tous les détails de cela. Mais bon, c'est une réalité. Mais aussi, il y a le problème du capital humain. Qui ne se résume pas qu'à l'éducation. La santé est l'ingrédient principal de ce capital humain. Et je vais consacrer une minute à essayer de vous exposer là où ça nous mène. En fait, en tant qu'adultes, nous sommes pris au piège dans notre propre histoire. Une grande part de ce que nous sommes vient de ce que nous avons hérité de notre état de fœtus. Ça, c'est dû
à la nutrition, à l'étude des pathologies. Ce sont des éléments de recherche que j'utilise beaucoup dans mes ouvrages. Il apparaît de plus en plus clairement aussi que le développement cognitif et non cognitif dépend d'expériences précoces. Ainsi, par exemple, si je parle de la nutrition et de l'alimentation, revenons à l'expérience du fœtus. L'état de la mère va affecter le développement du fœtus et l'expression génétique de son enfant. Et c'est un marqueur qui reste présent dans toute l'existence. Bien entendu, il y a toujours des exceptions. Maintenant, je parle de dépendance naturelle. Et plus on intervient tard, plus cela va nous coûter cher. Et cette persistance, cette perpétuation explique aussi en partie le fait que cette pauvreté se transmet de génération en génération. Les ressources dont une personne a besoin pour se développer peuvent donc se résumer à quelque chose de raisonnable dans un monde contemporain. C'est quelque chose de complémentaire. Vous n'êtes pas économiste, mais vous savez que vous avez besoin d'une chaussure droite et une chaussure gauche pour marcher qui sont adaptées à vos pieds. Si vous avez des écoles construites et qu'il n'y a pas d'enseignants, ça ne sert pas à grand-chose. Si vous avez des écoles, des enseignants, pas de matériel scolaire, ça ne sert pas à grand-chose. Si vous avez des écoles, des enseignants, du matériel scolaire, mais des enfants qui sont affamés, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'ils ne vont pas pouvoir assimiler les connaissances. Et c'est pour cela que je me méfie beaucoup de ceux qui disent « voilà ce qu'il faut faire ». Il faut beaucoup plus que cela. Néanmoins, ces solutions ne sont pas si chères que cela, du moins à l'échelle internationale. Mais il est extrêmement important de ne pas balancer des crédits, des subsides sur un ou un autre élément, parce que là, la productivité de l'investissement ne sert à rien. Investir dans un enfant qui a 15 ans et qui a vécu une enfance extrêmement chaotique, où il a été mal nourri, c'est pas forcément la voie vers le succès. Et pour cette pauvreté extrêmement aiguë qui existe aujourd'hui, c'est parce que nous avons négligé tous ces éléments. Merci beaucoup. Klaus, vous avez parlé de manque d'accès aux forêts, au capital humain qui est nécessaire pour sortir de la pauvreté. Et tout ceci est lié à la diversité, à la biodiversité. J'aimerais que vous nous parliez de biodiversité et de pauvreté. Ensuite, Jacques a demandé la parole. Non, c'est Jacquet, le nom de famille, excusez-moi. Pierre, Jacquet a donc demandé la parole. Prébou, si on se centre beaucoup plus sur l'individu, dans quelle mesure cela va-t-il changer l'action des entités nationales ou internationales si l'on change notre axe prioritaire? Certains doivent se demander pourquoi moi je viens parler de la biodiversité, un peu comme des cheveux sur la soupe entre ces brillants économistes. Mais pour ma part, je voudrais vous faire part de définition assez étrange de la biodiversité. Mais la biodiversité inclut les êtres humains. 97% de l'expression de nos gènes est similaire à celle des chimpanzés. Parfois, oui, effectivement, on en est très proche. Donc, nous sommes un organisme, un monde, et les êtres humains font partie de la biodiversité. D'où l'inclusion de l'agriculture dans la biodiversité, avec toutes ces significations, tous ces sens. Donc non seulement devrions-nous parler
de ce que font les populations indigènes à la nature. Parfois, ils font des très bonnes choses, mais parfois aussi des mauvaises choses avec les brûlis, etc. Le fait de puiser systématiquement dans la nappe phréatique n'est pas forcément une bonne idée, mais ils font aussi beaucoup de choses très bien. Ainsi, par exemple, les cultivateurs de sorgho en Afrique savent depuis des dizaines d'années, des siècles, que ce sorgho a une capacité de résistance à la sécheresse dans leurs champs. Il y a 2 ans, le génome du sorgho a fait l'objet d'une cartographie et on a découvert 4 paquets de gènes de sorgho qui réagissent spécifiquement au stress dû à la sécheresse. Et ils vont être repris par les cultivateurs de canne à sucre et de maïs parce qu'ils se trouvent dans la même unité génomique. Donc, ces paysans, ces fermiers ont une grande connaissance de leur culture. Mais je vois qu'ici, il y a peu de cultivateurs. On est en train de parler des fermiers et on est en train de décider pour eux de ce qu'ils devraient faire et on ne leur demande pas leur avis. Il y a aujourd'hui une initiative en Europe qui consiste à interroger les agriculteurs. Les connaissances, le savoir traditionnel peut avoir beaucoup d'aspects négatifs, mais il y a tout ce savoir très précieux sur la culture des végétaux et ces cultivateurs devraient être bien plus pris en compte. Donc la biodiversité est très vaste, elle comprend l'activité humaine aussi, et il faudrait reprendre ce que Jeff McNeil a dit, c'est-à-dire prendre l'activité agricole dans toute sa complexité en tant que système. Et moi, je suis devenu un abolitionniste après l'intervention d'Ismaël aujourd'hui. Je pense qu'il faut aussi prendre conscience de la puissance de notre réflexion, de nos cerveaux, sinon les systèmes ne marcheront pas. Et cela passe beaucoup par Internet aujourd'hui. Mais si nous ne parvenons pas à convaincre les agriculteurs, les fermiers traditionnels du bienfait de l'adoption de nouvelles solutions de culture, et de l'adoption de méthodes modernes comme ce que l'on appelle la technologie push and pull, de mélange des semences, eh bien, notre cause est perdue si nous ne parvenons pas à les convaincre. Parce qu'il y a beaucoup d'idées, mais les agriculteurs doivent être partie prenante au processus. J'ai une autre série de mythes de biodiversité à détruire. J'étais à Nagoya lors de la réunion du protocole de Carthagène au mois de décembre et je peux vous dire que 95% de ces 2000 délégués n'ont pas la moindre idée de ce qu'est la biodiversité. Donc, on vous laissera exprimer vos sentiments un petit peu plus tard à ce sujet. Pierre Jacquet, vous avez la parole. Merci. Eh bien, je ne sais pas comment interpréter ceci. Les économistes sont peut-être aussi une espèce en voie de disparition. Bref, je voulais parler de cette notion de complémentarité parce que je crois que c'est un concept clé, vous savez. Je souhaitais rajouter quelque chose concernant cette complémentarité qui existe entre les formes diverses et variées du capital. Le capital physique, le capital humain et le capital naturel. Dans un pays en voie de développement, le capital naturel est la base du capital humain, notamment si vous êtes agriculteur. Si vous êtes agriculteur, vous savez quelles sont les pratiques agricoles, mais ça simplement sur vos terres. Si vos terres sont détruites dues à l'érosion, dues
a une mauvaise protection de l'environnement. Dans ce cas-là, quid de tout ceci? L'agriculteur perd son capital humain aussi. Donc il existe des complémentarités qui sont essentielles pour le processus de développement. Et comme on nous l'a dit déjà, je crois à la théorie selon laquelle nous ne prenons pas assez en compte ces complémentarités parce qu'il y a une forme d'investissement, il y a des programmes d'investissement dans des programmes d'aide et c'est la raison pour laquelle il est facile de comprendre qu'il est vraiment difficile d'avoir un point de vue cohérent et général concernant ces complémentarités. Et afin que ces complémentarités fonctionnent encore mieux, il est toujours plus facile de créer un modèle d'investissement dans un secteur et puis ensuite calculer le rendement sur investissement. Là, c'est très simple. Il s'agit de l'ingénierie économique. C'est sûrement quelque chose qui va dans le mauvais sens, mais au moins, on a des arguments et ça correspond à un processus politique. Donc, il faut en fait prendre un peu de recul et repenser à nos politiques afin de concevoir vraiment de vrais programmes. Bien, pour avancer et puis pour parler de la biodiversité, je peux vous dire que je crois que la puissance du cerveau, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il nous faut des signaux, des signes, des politiques pour que nos cerveaux se concentrent sur des mesures appropriées. Donc en effet, on reconnaît que la biodiversité, ça a une valeur aujourd'hui. Alors, les comportements changent. La valeur se situe dans la réglementation parfois. Bon, j'ai bien compris que c'est parfois un gros mot, ça, la réglementation. Mais parfois, c'est essentiel, la réglementation. Ou parfois, on peut se concentrer sur les prix. Si tout est non cadré, ce n'est pas bon non plus. L'environnement a un prix. La qualité de l'air que l'on respire a un prix. La capacité à stocker du CO2, ça a aussi un prix. La biodiversité, ça a un prix. Si l'on dit ça, ce sont de bonnes nouvelles. Sauf que pour l'instant, nous n'avons pas encore fixé les prix. Donc, nous sommes encore en train d'essayer d'étudier la valeur de ces choses. Mais cette découverte de la valeur des choses, c'est essentiel, je crois, pour prendre en compte la biodiversité. Je suis complètement d'accord avec vous. La puissance du cerveau, sans ces stratégies, ça ne marche pas. D'accord, très bien. Maintenant, c'est à vous de répondre à la question suivante. Si vous êtes d'accord pour dire que ça, c'est le chemin à suivre, comment ça va changer nos pratiques? Comment allons-nous gérer ces problématiques différemment? Quels sont nos investissements? Quels sont les changements effectués dans ces institutions pour lesquelles vous avez travaillé? Comment ces institutions suivent ce chemin que nous avons tracé? Question très simple. Donc, je dois relire le livre de partage, je crois. La dernière fois que je l'ai lu, c'était il y a 15 ans, je pense. Mais c'est avec le plus grand enthousiasme que je pourrais réétudier ce sujet. La plupart des agences de développement avec lesquelles nous travaillons ont cette vue plutôt macro pour essayer de résoudre les problèmes à la clé. Et puis, ils avancent sur ce chemin-là. Si vous considérez plutôt une démarche individuelle, et d'ailleurs, il y a certains qui font cela, il y a beaucoup d'ONG qui vont d'ailleurs dans ce sens, de bonnes ONG qui réussissent bien. Eh bien, dans ce cas-là, je dirais que l'une des différences serait la façon dont on cible les solutions. On cible une solution pour une personne, plutôt que d'apporter une solution pour une population, qu'elle soit bonne ou pas d'ailleurs. Je crois que cette discussion concernant la biotechnologie que nous avons eue tout à l'heure est très intéressante parce que, vous savez, il existe un vrai potentiel venant des biotechnologies, c'est vrai. Cependant, nous nous concentrons simplement sur certains types de récoltes. Et ces récoltes ne sont peut-être pas les plus importantes pour les déshérités, les pauvres. Et c'est pour cela qu'il faut voir ce que mangent ces populations pauvres afin de changer peut-être ces récoltes ou apporter des innovations dans ce domaine. Deuxièmement, je crois qu'il serait mieux d'essayer de comprendre ce que sont les contraintes pour les petits agriculteurs lorsqu'il s'agit d'adopter les nouvelles technologies. Quelles sont les contraintes pour ces petits agriculteurs et comment trouver des solutions? Par exemple, changements institutionnels, changements technologiques, etc. Et le troisième domaine qui, selon moi, change, c'est que souvent, nous passons
90% de nos investissements R&D dans nos laboratoires pour adapter des technologies à des conditions. Et simplement 10% de l'investissement qui est dédié au fait que nous voulons faire passer cette technologie aux agriculteurs. Nous ne passons pas assez de temps à étudier ce qui se passe au niveau local. Et justement, je crois que nous devrions nous concentrer sur ce dernier point. Et puis enfin, si maintenant on parle des personnes, je crois qu'il faut voir l'amélioration du côté qualité, du côté nutriments, du côté tolérance aux maladies, etc. À partir de là, notre démarche sera beaucoup plus générale et nous travaillerons mieux dans le domaine de la technologie. Si on s'intéresse par exemple aux femmes, regardez quel est le rôle des femmes dans ces petites fermes. Généralement, ce sont elles qui travaillent à la ferme. Et là, nous pourrions cibler, changer les technologies pour ces femmes. Donc, vous voyez, il y a beaucoup à faire, c'est vrai. Cependant, c'est difficile parce qu'il est toujours difficile de trouver des solutions générales. C'est souvent lié à un lieu, à des aspects socio-économiques et démographiques. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire donc pour les gouvernements nationaux, pour les bailleurs de fonds Parce que vraiment, c'est vrai qu'on disait ça il y a peut-être même 40 ans. On ne disait pas qu'il fallait cibler les bonnes solutions pour les bonnes personnes. C'est vrai parce qu'on ne pouvait pas à l'époque. Mais que mangent les personnes pauvres? C'est vrai, on n'y pensait pas à l'époque, c'est une bonne question. Ensuite, les contraintes au niveau exploitation agricole, c'est vrai. On en parlait déjà il y a un certain temps. Comment réagir contre tout ceci? Vous êtes responsable d'un grand mécanisme, d'une grande agence, vous avez travaillé avec la FAO, donc vous avez cette distance pour comprendre comment fonctionne le monde, pas simplement vos institutions, celles dans lesquelles vous travaillez. Qu'est-ce qui a changé de façon concrète? Eh bien, je vais reprendre la fondation Bill et Melinda Gates. Selon nous, la plupart des changements qui doivent voir le jour doivent être au niveau terrain. Il nous faut cibler très précisément l'incidence sur certaines populations et groupes de personnes. Il nous faut identifier une cible, changer leur bien-être, il faut qu'ils produisent plus et qu'ils soient en meilleure santé. Et à partir de là, tout avance. Malheureusement, la plupart des agences d'aide et de développement ne font pas cela. La plupart de ces agences disent au contraire, nous allons investir tant et tant pour l'amélioration de, je ne sais pas, du système routier, de ce type de récolte, de l'irrigation. Quelque chose va changer et nous allons voir à partir de là. Alors que nous, c'est le contraire. Nous nous disons, voilà le genre de changement que nous attendons en Afrique subsaharienne et à partir de là, nous nous disons, que faut-il faire pour arriver à cet objectif? Et très souvent, pour agir concrètement, il faut faire ce qu'a dit Partha. Il faut, au niveau local, avoir une plus grande capacité d'agir, de changer. La capacité locale des petits exploitants, des scientifiques et des politiques. Voilà où se situe le changement. Pierre Jacquet, tout ça, c'est ce qu'on appelle en anglais le soft. C'est de la théorie, c'est vrai. C'est assez difficile pour les ministères des Finances, les ministères de l'Agriculture, qui souvent, eux, pensent en termes de solutions macro. Bon. Nous savons qu'il y a au moins des solutions qui auraient pu être adoptées, qui ne soient pas que des solutions politiques, des solutions plus concrètes. Est-ce que vous pensez que la communauté internationale est prête à recevoir ce genre de message, que celui-ci va être entendu et perçu? Bon, je suis économiste, chef économiste aussi de l'AFD, qui est aussi une grande agence. Et je vais vous dire qu'il y a deux raisons pour lesquelles nous, de façon collective, pas simplement l'AFD, mais nous, c'est-à-dire que la communauté a malheureusement ce petit déséquilibre qui est un peu trop macro.
Tout d'abord, on nous demande toujours d'obtenir des résultats. Et ça, on doit les exprimer de forme macroéconomique. Par exemple, l'augmentation du PIB dans les pays pauvres. Et on investit des milliards là. Ah, il n'y a pas assez d'augmentation du PIB, donc c'est pas efficace. Voilà le genre de discussion. Bien sûr, il est très important d'avoir ce genre de discussion. Cependant, ça a beaucoup d'impacts négatifs concernant ces soutiens financiers parce que nous nous concentrons, au contraire, beaucoup trop sur les résultats macroéconomiques, sur des expressions comme en anglais on dit « scaling up », c'est-à-dire l'évolutivité des résultats, c'est-à-dire ce que fait quelqu'un à son niveau et comment ça a une incidence sur la communauté, etc. Eh bien, tout ceci est assez pervers, je dirais. Il faut être beaucoup plus patient. Il faut que les gens expriment leurs besoins. Il faut ensuite les aider à créer ce qu'ils veulent. Et nous pourrons mesurer les résultats au niveau local. Voilà. Bien sûr, du jour au lendemain, on ne va pas avoir le genre de développement qu'on voudrait avoir. Cependant, c'est la vie. Il faut être plus prudent pour définir toutes ces règles. Deuxième raison pour laquelle il y a justement ce déséquilibre, et nous nous concentrons trop sur les démarches macro, c'est que nous savons que nous voulons des macro-assurances pour un système local. Nous sommes parfois trop petits, nous, en tant qu'institution, pour résoudre les problèmes locaux. Si nous avons 10 000 euros, il faut les répartir dans plusieurs régions. Et il faut beaucoup de personnes ensuite pour évaluer les résultats de ces projets. Donc vous voyez, il s'agit d'une contradiction. Et pour résoudre ceci, il nous faut utiliser des intermédiaires. De plus en plus, nous essayons de passer par les banques locales, parce que le système bancaire local pourra avoir accès à ces personnes, aux petits exploitants agricoles, etc. Mais il nous faut des mesures positives pour faire cela, des incitatifs. Donc, ces crédits sont liés aux banques locales et c'est ces banques qui prêteront aux pauvres. Vous voyez, il y a toute forme de mesures pour avancer, mais c'est un processus de découverte. Et je peux vous dire que ce message, en tout cas, qui consiste à dire qu'il faut se concentrer sur les personnes et les résultats individuels, c'est toujours ce que nous souhaitons faire. Très bien. Merci. Parfait. Alors maintenant, qu'allons-nous faire? Est-ce que nous allons être chanceux vis-à-vis des indigents? Est-ce que ça va mieux marcher pour les vraiment pauvres? Et si oui, pourquoi? Qui veut répondre? Oui. Partha, si l'on accepte cette démarche, si l'on dit il faut travailler plus avec les intermédiaires, il faut se concentrer sur les besoins exprimés plutôt que de s'occuper de solutions plus générales pour tout le monde, est-ce que vous croyez qu'il y a des cas très concrets où les gens sortiront de ces situations de misère? Oui, tout à fait. Nous avons des exemples, des études de cas. Sur le terrain, à petite échelle, nous avons fait cela, et ceci avec des agences, des ONG, par exemple la Fondation Gates et d'autres. Cependant, il faut en revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, cet après-midi, par Jeff, je crois. Il nous a dit qu'il fallait un plus grand engagement, un engagement des économistes, mais des anthropologues aussi. Et je reviendrai là-dessus. Bref, je reviens à ce que nous avons dit tout à l'heure, mais exprimé de façon différente. Parce que ce que j'en pense, moi, je pense, c'est que nous avons réussi d'une certaine façon. Par nous, je veux dire la communauté internationale, la révolution verte a sauvé des vies, des millions de vies d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a eu un peu une période molle. Les économistes sont devenus assez complaisants, les politiques aussi, concernant la production des agriculteurs. Peu importe. J'en arrive à une idée qui devient de plus en plus importante. Vous savez, notre sujet est l'économie. Et les économistes ont vu le jour principalement en Europe occidentale. Les pères fondateurs venaient d'Angleterre ou même d'Écosse. Ils étaient écossais. Bien. Ils se situent toujours d'ailleurs sur ces îles britanniques. Mais ceci est passé pour atteindre jusqu'aux oreilles du public. Dans nos démocraties,
il faut réétudier le sens même de l'économie. L'image que nous avons de l'économie aujourd'hui, c'est que nous pensons que le foyer est comme une boîte noire. Ensuite, nous avons les marchés pour que les consommateurs puissent échanger, les foyers aussi. Les exploitants sont possédés par... Les fermes sont possédées par les foyers. Et puis ensuite, vous avez l'État tout au-dessus. Et bon, ça peut être l'État du 19e siècle britannique, et l'État fera ce que les citoyens veulent. Mais bon, l'État, comme tout le monde le sait, peut être corrompu, peut être quasiment comme un prédateur vis-à-vis de ses concitoyens. Mais le problème aussi, c'est que avant que l'État ne devienne aussi puissant que cela, ici et là dans le monde, eh bien, il y avait l'implication d'institutions qui ont géré des notions telles que le risque et la pauvreté, l'indigence, etc. Bon, bien sûr, l'objectif est de se débarrasser de la pauvreté, mais il faut aussi peut-être mieux gérer la situation d'extrême pauvreté de certains. Et nous oublions parfois qu'il y a de nombreuses transactions dans le monde qui ont lieu en dehors de ces marchés. Et ceci a une implication énorme sur nos approches macro. Si l'on prend par exemple la main-d'œuvre, le travail, les femmes sont exclues, elles ne travaillent pas. D'accord, mais en fait, en Afrique, regardez un peu la situation, elles travaillent tout le temps, du matin jusqu'au soir. Elles élèvent leurs enfants et elles travaillent. Mais elles ne sont pas dans les comptes du pays. Le capital humain n'est pas dans les comptes des gouvernements. Donc c'est ça qu'il faut changer. C'est notre perception de l'économie qui doit changer. Ceci aura une incidence sur nos programmes. Si l'on commence par là, et je vous dis, ce n'est pas simplement de la théorie, là, c'est vraiment quelque chose qui est dans la conscience du public. Comme Pierre l'a dit tout à l'heure, je crois, il faut évaluer les économies, pas simplement sur le PIB. Le PIB, on peut s'en plaindre, mais ça nous dit quelque chose, c'est un indicateur, c'est très bien, mais qu'est-ce qui nous manque dans ce cas-là? Ce qui nous manque, peut-être, c'est la dimension du capital, d'une autre forme de capital. Et là, votre point de vue est biaisé. Vous ne savez pas ce qui se passe dans un pays. Et si vous oubliez, par exemple, le capital naturel, vous verrez que vous oublierez des groupes de personnes, même si l'économie est florissante. En apparence, par exemple, en Inde, c'est le cas. En Chine également. En Afrique, ce n'était pas un problème parce que l'Afrique, malheureusement, baissait partout, même le PIB par tête de pipe. Bon, je peux vous dire que si vous regardez ce qu'il y a derrière la scène, vous verrez qu'il y a des centaines et des milliers de foyers qui, malheureusement, périclitent. Et tout ceci n'est pas enregistré, non pas parce que les statisticiens n'ont pas le désir d'enregistrer, mais c'est parce qu'on ne s'intéresse pas à ce que font ces foyers au quotidien. Qui ramasse le bois de chauffage, qui va chercher l'eau, qui cuisine, etc. Voilà des travaux d'ethnographes qui existent déjà. Les collègues anthropologues font cela depuis des années et des années. Et Ismaël et moi-même, il y a quelques années de cela, nous avons essayé de rassembler ces données pour voir comment faire passer ces idées dans un langage économique, pour voir comment ceci pouvait s'inscrire et de quelle façon dans la démarche économique. Merci. Merci beaucoup. Bien, en effet, on parle de capital naturel qui parfois se perd. Et le pire ennemi de la biodiversité, c'est l'agriculture qui marche bien. Si l'on regarde simplement les comptes nationaux, la façon dont ils étudient l'agriculture, bien, parlons-en justement. Nous avons réussi à nourrir le monde. La révolution verte nous a beaucoup aidés. Nous avons mieux géré les terres et l'eau. Mais qu'en est-il du coût sur la biodiversité? Le coût à payer était énorme. Quelles sont les solutions, les remèdes? Quelles sont les actions concrètes pour changer la situation? Parce que vous connaissez bien les pauvres et la biodiversité. Eh bien, en ce qui concerne la biodiversité, Arthur Blick nous dit que nous connaissons un tiers des espèces simplement, nous les scientifiques.
et nous perdons plus d'espèces par jour et par mois et par an que nous ne pourrions jamais l'écrire. Donc si je regarde l'équilibre total, eh bien, il est bien dans le rouge. Il est négatif et ça va perdurer. Malheureusement, nous allons perdre une quantité phénoménale d'espèces et de biodiversité. C'est dû au fait, principalement, qu'il faut nourrir les gens. La raison n'est pas mauvaise. C'est vrai. L'agriculture, en tant que telle, n'est pas l'ennemi de la biodiversité. C'est simplement un fait. Il nous faut prendre soin de toutes ces personnes. Et malheureusement, nous n'arrivons pas à protéger cette biodiversité dans le monde entier. Cependant, il faut optimiser la situation. Il faut un meilleur équilibre, il faut des meilleurs systèmes d'exploitation agricole. Il nous faut mieux travailler dans le sens de la protection de la biodiversité. Et il y a beaucoup à faire dans le domaine de l'agriculture et de la biodiversité, je peux vous dire. Ce n'est pas simplement ce que disent les agriculteurs bio, ça devrait être ce que disent tous les agriculteurs, même ceux qui plantent du soja de façon industrielle dans des sols qui résistent aux herbicides, parce que dans ce cas-là, vous avez une meilleure biodiversité dans le sol. Et une biodiversité qui est supérieure à une biodiversité traditionnelle, parce que, comme vous le savez, le labourage est nocif pour la biodiversité. Et le labourage de conservation, comme on l'appelle, ou le labourage tous les 3 ans, est bien meilleur, ou même le système de jachère pour la biodiversité. Donc, vous savez, il existe des concepts avec lesquels on peut jongler entre ces deux points de vue très polarisés. Et je crois que nous pouvons encore nous améliorer à l'avenir. Et je crois que, justement, il est dramatique de voir cette situation qui nous amène à une perte de la biodiversité. Cependant, il faut faire le mieux possible avec ce que nous avons. Et cela veut dire innover. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Et sinon, je suis d'accord avec Ingo Potricus lorsqu'il nous dit qu'il faut éradiquer la réglementation stricte parce que ça nous amènera à plus de diversité des récoltes. Et à l'avenir également, il nous faudra un cadre réglementaire qui se basera sur les traits ou les tendances et non pas les processus. Et d'ailleurs, il y a 2 choses que je souhaite tuer juste maintenant concernant la biodiversité moléculaire. Attention à cela. Il serait mauvais du point de vue scientifique de dire que les espèces végétales transgéniques et non transgéniques sont complètement différentes. Si l'on regarde le niveau moléculaire, les mutations naturelles et la transgénèse, c'est-à-dire les plantes OGM, sont exactement la même chose. Le protocole de Carthagène et la réglementation internationale s'est fourvoyée en se concentrant uniquement sur la démarche, le processus. Comme les Canadiens le font, ils se concentrent plutôt sur les traits des espèces, les caractéristiques des espèces. Et moi, en tant qu'abolitionniste, je nous dis qu'il nous faut une démarche et une réglementation d'abolitionniste stricte et améliorer la biodiversité en introduisant de nouvelles caractéristiques génique. Très bien, merci, vous avez bien répondu à mes questions. Maintenant, je vais vous donner à chacun 2 ou 3 minutes pour que vous puissiez nous dire ce que vous voulez dire. Soit ce dont nous avons déjà parlé ou quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et puis, lorsque vous nous écouterons, Klaus, vous pourrez continuer avec les mythes contre lesquels vous vous battez. Bien. Tout d'abord, je souhaite rebondir sur ce qu'a dit Klaus. Je crois que, même il y a 50 ans, nous n'aurions pas pu dire ceci. Les agriculteurs et les biologistes sont maintenant d'accord sur certains points. La plupart des grands groupes qui protègent l'environnement, comme le WWF, disent clairement aujourd'hui que l'intensification de l'agriculture peut aller de pair avec les objectifs de biodiversité et d'environnement. Et une bonne agriculture intensive peut aller avec un labour correct des terres, avec
des utilisations de pesticides. Tout ceci va dans le même sens. C'est le chemin que nous devrions suivre. Et la biotechnologie également devrait être considérée comme un outil supplémentaire. Comme l'a dit Pierre Jacquet, il faut voir ce que nous pourrions reprendre à l'ordre du jour du G20. Et je peux vous dire qu'en ce qui me concerne, je crois qu'il faudra essayer de souligner le fait qu'il faut se concentrer sur la productivité des petits exploitants, notamment en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Le G20 doit reconnaître l'importance de l'agriculture et des petits exploitants agricoles. Si nous pouvons obtenir cette reconnaissance, je peux vous dire que ce sera un grand pas en avant pour nous tous. Je crois que le groupe G20 devrait être en mesure de dire qu'il souhaiterait se réengager pour dédier des fonds dans le sens des engagements de l'Aguila. C'est un engagement dont nous avons besoin. Je crois que le G20 doit aussi reconnaître le rôle très important du CGIR dans l'agriculture mondiale, dans la recherche et le développement dans le domaine agricole. Ceci est nécessaire et les programmes nationaux sont liés à ce CGIR. Et tout ceci doit atteindre les exploitants sur le terrain. Il nous faut des engagements à long terme pour soutenir la R&D au niveau CGIR et au niveau national. Très bien, merci beaucoup. Partha? Bien. Nous comprenons bien que nous nous sommes beaucoup portés côté offre. Les intervenants précédents nous ont parlé de la science, nous ont parlé du partage de la connaissance. Ça, c'est l'offre. Et ce qui n'est pas surprenant, c'est que nous regardons le côté demande. La demande des foyers pour avoir des biens et des services. Et les deux s'imbriquent d'une façon ou d'une autre. J'ai un commentaire à faire là-dessus. Nous avons vu des démarches pratiques pour un avenir proche, c'est vrai, mais à plus long terme ou à moyen terme, ce qui serait absolument vital serait, étant donné que nous sommes dans des civilisations démocratiques, et de plus en plus, il faudrait se dire, les gens comptent, ils s'expriment d'une façon ou d'une autre, donc il faudrait qu'ils aient un panorama très clair de ce dont nous parlons. Nous sommes des professionnels et nous ralentissons le cheminement, non pas parce que nous mentons, et quand je dis nous, pas les professeurs bien sûr, mais les politiques et les journalistes et les autres. On ne peut pas leur faire confiance de toute façon, mais par contre, on peut toujours faire confiance aux professeurs et aux universitaires. Bon, nous devrions justement, c'est à nous de bien rassembler ces facettes pour que tout le monde comprenne mieux comment les systèmes fonctionnent. Je crois qu'il est donc très important de commencer au niveau national. Ces comptes nationaux doivent être revus. C'est la façon dont nous concevons les choses qui doit être changée. Il faut, en effet, une démarche plus détaillée. Il nous faut plus d'informations concernant ces actifs, les actifs forestiers, en eau, etc. C'est vrai, ça existe, mais pour l'instant, nous nous disons ce sont des comptes à part. Oui, la rareté des forêts, etc., c'est à côté. Nous nous concentrons simplement sur les éléments économiques, par exemple l'inflation, la gestion de l'inflation, alors qu'en fait, tous ces éléments s'imbriquent. Si l'on parle de l'un, on doit parler de l'autre. Donc, ces comptes nationaux doivent prendre en compte ces niveaux-là. C'est ce que nous utilisons pour filtrer la façon dont nous voyons le monde. Ces démarches doivent changer aujourd'hui. Ce n'est pas juste de la théorie. Nous pourrions écrire un programme très détaillé là-dessus pour l'avenir. Deuxièmement, il nous faut donner un prix aux choses.
revenons-en aux petits exploitants, aux petits foyers en Afrique subsaharienne ou ailleurs. Ces foyers utilisent des biens. Ils dépendent de biens. Donc, pour avoir des mesures incitatives, que ce soit à Delhi ou ailleurs, il faut prendre des décisions qui auront une incidence sur les personnes. Et pour ce faire, chaque partie prenante doit reconnaître que ces biens pour les foyers ont un prix. Nous en avons déjà parlé. Et ces prix doivent être estimés. Il y a des façons d'obtenir les données. Il faut voir comment ces dimensions ont une incidence sur les prix observés. Je parle du prix du capital naturel. Ce prix peut s'éroder, mais pour l'instant, il n'y a pas de prix là-dessus, justement, c'est ça le problème. Et d'autres nous disent aussi que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, d'autres nous disent, comment se fait-il que, du côté découverte et invention, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'investissements dans la création. Mais après, lorsqu'il s'agit de concrètement faire les choses, il n'y a pas grand-chose. Justement, il faut. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à commercialiser les idées de la R&D, pas du tout. D'ailleurs, du côté secteur privé, si ça ne marche pas concrètement, vous allez à la faillite. Donc, chaque étape compte. Nos revenus sont basés sur cette recherche et développement. D'accord, très bien. Merci. Pierre Jacquet. Merci. Il semblerait que il y a autant de philosophie que d'économie dans ce débat. Et je pense que c'est quelque chose de très positif parce que les économistes du monde ont tendance un peu à oublier ça. Je voudrais lier mes propos à ce qui a été dit dans la table ronde précédente. Je trouvais que le débat était fascinant. On est toujours dans ce monde déterministe où on s'imagine qu'il y a une seule vérité. Ce serait tellement facile de partager tous la même vérité. Mais tel n'est pas le cas. Une grande partie des sciences aujourd'hui repose sur des probabilités. Donc il est guère étonnant qu'il y aura un débat sur ce que la science apporte à la population. Donc il faut construire socialement un élément social, un scénario social. Et cela n'a rien de technique. Et en ce qui concerne la sécurité alimentaire, la biodiversité, l'environnement et l'agriculture, il faut élaborer cela, mais ce sera différent en France, en Afrique, aux États-Unis, en Inde, etc. Et c'est ce processus qui vient de s'engager. Ensuite, je pense que la biodiversité doit être un ingrédient de ce scénario. En mettant en avant ce que l'on peut tirer de la biodiversité. Et alors là, il faut se tourner vers la science. La biodiversité peut être liée à la fertilité des sols. Et je pense que le message serait un message qui passerait très bien auprès des agriculteurs si l'on dit que la couche de terre arable sera préservée si l'on veille à la biodiversité. Ensuite, la bonne nouvelle au sujet du G20, c'est que l'agriculture est au programme, ce qui est quand même relativement nouveau après des années, voire des décennies où l'agriculture n'a pas été prise en compte. Je ne m'attends pas à ce que tout soit résolu grâce à ce sommet, mais en tout cas, les débats sont en cours, ce qui est très encourageant. Et actuellement, dans notre programme, nous n'avons pas la gestion du risque, ce qui est un petit peu ma mission, mais il y a aussi beaucoup de points sur la promotion de la croissance de la productivité, de l'investissement, de la recherche des petits agriculteurs. Donc, la question est plutôt de voir comment le G20 peut effectivement apporter sa pierre à la construction de ce scénario dont je parlais. Et enfin, j'aimerais souligner une fois encore un autre élément. Il faut que l'on ait bien en tête que les publics politiques sont des catalyseurs. Ce ne sont pas les politiques publiques qui vont tout changer. Elles sont là pour apporter, pour donner l'impulsion. Alors, est-ce que vous voulez détruire d'autres mythes? Oui,
Pour revenir à ce que je disais au début, si vous pensez au fait que nos cultures principales ont été cultivées par le passé dans des contextes d'une très belle biodiversité, vous trompez complètement. Clearly Wrights, dans sa revue de la littérature et de botanique, a montré que le blé, le riz, le maïs et le sorgho ont été cultivés en tant que monoculture dès le début dans des champs de monoespèces. Par exemple, le sorgho milliflorum, qui est le sorgho sauvage, qui est cultivé en Afrique de l'Ouest sur des kilomètres et des kilomètres carrés. Et ça, c'est c'est pour cela que les fermiers ont choisi cette culture. Donc la monoculture peut être exagérée comme la culture du soja en Argentine, bien entendu, ça c'est mauvais. Mais en soi, la monoculture n'est pas forcément négative. Et je voudrais tuer le mythe de la fragilité des centres de biodiversité dans le monde. La biologie de la population a montré que plus la biodiversité d'une communauté de végétaux était élevée, plus cette communauté résistait aux invasions. Donc c'est plus une question éthique que nous avons à l'esprit, où l'on se dit que les centres de biodiversité de culture, comme à Oaxaca pour la culture du maïs au Mexique, sont menacés. Mais sont-ils véritablement menacés par les gènes? C'est ridicule. Il y a eu des flux de gènes à Oaxaca au Mexique. Mais il y a une menace qui pèse sur ces cultures par l'accord de l'ALENA, les accords de libre-échange d'Amérique du Nord. Et cela revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, qui n'a peut-être pas été très bien compris, qui est que si nous avions des réglementations plus raisonnablement fondées sur la science, nous pourrions avoir des cultures plus modernes pour certaines espèces et nous pourrions les sauver de l'extinction. Et c'est là le danger, c'est d'être remplacé par des traits modernes. Maintenant, si l'on peut utiliser des gènes, pourquoi pas? Cela peut être aussi positif pour la biodiversité. La culture moderne peut être aussi positive pour la biodiversité. Donc voilà, encore une question de mythe qui fera l'objet d'un débat. C'est la raison pour laquelle on a encore une autre journée demain. Alors, je suis censée conclure sur cette table ronde. Comment agir concrètement? Lorsqu'il s'agit du G8 ou de G20, c'est aussi nous. Il ne s'agit pas uniquement des dirigeants mondiaux. C'est aussi que devons-nous faire dans nos propres organisations. Donc moi, j'ai 5 idées. Donc, verser l'argent tel qu'il a été promis. Effectivement, il faut continuer la bataille pour lutter contre la volatilité des prix. Ensuite, cessons de parler uniquement des petits agriculteurs, essayons de trouver les intermédiaires et essayer de trouver ce qui a été exprimé et savoir aussi quelles sont les connaissances des agriculteurs, parce qu'au bout du compte, cela va servir nos propres intérêts, notamment lorsqu'il s'agit de l'exemple de la biodiversité. Ensuite, du côté de l'offre, les modèles de l'offre sont moins importants qu'ils ne l'étaient par le passé, mais il faut continuer à investir la recherche à l'échelle internationale et se rappeler que ce qui s'est passé ces 20 dernières années n'aurait pas été possible sans la recherche de la révolution verte. Il ne faut pas ignorer ça, mais il faut faire veiller plus aux signaux, aux mesures incitatives et à la gestion des risques au niveau des exploitations agricoles. Et enfin, cela fait des années
que l'on dit on ne peut pas forcément évaluer le coût de tout et qu'on n'évalue que le coût du patrimoine. Peut-être qu'il est temps de passer à autre chose. Nous sommes pris, on ne peut pas gérer ce que l'on ne mesure pas, à une réalité où l'on mesure tout, sauf peut-être les choses qui sont les plus importantes, la qualité de nos vies de famille, la sécurité, la paix pour nos concitoyens et le bien-être de tous. Merci. Nous pouvons remercier nos experts. Je trouve que cette table ronde était très intéressante. Merci infiniment.